Paris, Paris. Paris, Paris. Hey. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Voilà, alors moi je me présente, je m'appelle Célia, je suis membre du PSL et déléguée CGSP enseignement. Et donc je vais vous présenter un petit peu ici le meeting donc sur mai 68, donc on commémore les 50 ans. Et on a ici quand même 5 orateurs ce soir, donc je vous les présente. Un meeting qui est proposé par les étudiants de Gauche Actif, la campagne Rosa et le PSL. Et donc autour de nous, on a Christian à ma gauche qui est membre du PSL et qui était à l'époque de 68 un jeune travailleur. Bon, je dis juste qu'il avait pris à l'époque en tout cas congé pour aller rejoindre les étudiants parisiens en lutte. À sa gauche, Ania qui est porte-parole du PSL et de Gauche Commune, du Parti Socialiste de Lutte. Et elle va nous parler un petit peu de l'été 68 en Flandre. On a à sa gauche Guy, qui est militant LGTB et qui était à l'époque étudiant à l'ULB en 68, ce qui nous parlera un petit peu de la lutte à l'époque. À ma droite, on a Brune, qui est membre de la campagne Rosa et du PSL, et qui va nous parler un petit peu de tous les mouvements liés au féminisme et à la lutte contre le sexisme, de mai 68 à aujourd'hui, donc à tout ce qui est hashtag MeToo, etc. Et on a à sa droite Julien, membre d'étudiants de Gauche Actif, qui conclura la présentation sur les leçons à tirer de ces années-là de lutte, qui est quand même le mouvement social du XXe siècle le plus important en France et qui a touché la Belgique aussi. Donc je vais leur laisser 10 minutes à chacun, puis on aura un petit débat. Et ne partez pas après, puisqu'on a tout ce qui est un peu organisationnel, planning pour les prochains mouvements sociaux qui auront lieu en Belgique. Puisque, comme les étudiants français le disent très bien en ce moment, ils commémorent, nous on recommence, donc voilà, on continue à lutter, et donc ici on aura le planning des prochaines actions à la fin. Je vais demander à Christian de commencer. Camarades, 1968 est une année révolutionnaire dans le monde. La guerre impérialiste des USA va provoquer d'énormes manifs de protestation complètement du monde, comme les USA, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Belgique. C'est ce que je vais laisser votre camarade. Mais je voudrais parler d'un pays particulier, c'est-à-dire le Mexique. Parce qu'en Amérique latine, il y avait beaucoup de dictatures à cette époque et des régimes autoritaires. Et que dans ce pays, les manifs ont été extrêmement importantes, mais surtout, il y a eu des répressions avec des morts. Par exemple, 10 jours avant les Géo, il faut savoir qu'il y a eu 300 morts. Les morts des Géo, les deux appelés pouvoirs américains ont fait une action de solidarité avec le mouvement des forces civiques en levant le poing lors des livres américains. C'est une façon à eux de montrer au monde entier ce qui se passe chez eux aux États-Unis. Les premiers manifs en fait ont commencé tout au début de 68, le 3 mai exactement. En fait, elles sont fortement réprimées par la police, mais c'est surtout lorsque les CRS veulent intervenir à la Sorbonne, les étudiants sont foutus dehors, et à ce moment-là, ils vont dans les rues, et c'est là que commencent les premières chauves-souris, les premières émeutes et les barricades. Et disons que moi, ces événements étant fort médiatisés, c'est ça qui m'a donné envie d'aller à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, je suis immédiatement allé vers le quartier latin, et quand je suis arrivé, j'ai vu par exemple une rue, et ça c'est quelque chose qui était extraordinaire, la rue était complètement déparée, les gens marchaient sur la rue, et alors, le plus étonnant, c'est qu'il y avait des gens sur le trottoir qui discutaient avec des étudiants, et qui leur disaient, ah oui, 10 ans de police, ça. Et mais la solidarité était aussi dans le fait qu'ils donnaient de la nourriture. On voyait par exemple des paniers qui descendent des étages avec de l'eau, avec du vin, etc.
Et d'autre part, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait une barricade au fond de la rue, et à un certain moment, il y a une charge de CRS. Et à ce moment-là, les CRS, tout le monde est obligé de s'enfuir au quatre coins. Et je me retrouve dans une rue qui était complètement pleine de gaz. Et à ce moment-là, bien sûr, je vois sur une place les étudiants qui jettent des pavés. Mais il faut savoir qu'en 68, les pavés, c'est comme la pluie. Vous voyez les CRS qui se cachaient derrière leur camion, de moins en peur de tous ces projectiles qui leur tombaient dessus. J'ai malheureusement pas beaucoup de temps de donner encore d'autres détails, mais je vais passer dans un suivant qui est très important, c'est que le 14 mai, il va y avoir une grève spontanée qui va se produire à la Suite Aviation à Nantes. Je suis journaliste. Donc, c'est le mardi 14 mai, c'est la Suite Aviation. Le lendemain, il y a une grève à Radio-Théo. Ensuite, il y a 50 villes occupées. Le vendredi 17 mai, il y a 200 000 grévistes. Samedi 18 mai, il y a 2 millions de grévistes. Et après, 22, on va arriver jusqu'à 8 millions de grévistes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est la façon dont les médias bourgeois, parlant de mai 68, ils veulent en fait réduire cet événement à une simple révolution sexuelle ou une simple changement de mœurs en réalité. Ce qu'ils veulent faire, c'est surtout empêcher et surtout ne pas parler de ce qu'était mai 68. Car mai 68, en fait, c'était un mouvement de masse inouï. Et ce qui caractérise mai 68, c'est le fait que c'est un moment où étudiants, lycéens et ouvriers se rejoignent. Donc c'est la jonction entre le mouvement de jeunesse et ouvriers. Ça, c'est une caractéristique de mai 68. Ça, la bourgeoisie, elle veut absolument faire oublier ça, que c'est la plus grande grève de France. D'autre part, ce qui est aussi important en 68, c'est que la faiblesse du mouvement de mai 68, c'est qu'il n'y avait pas un parti révolutionnaire pour coordonner toutes ces actions. D'autre part, il y avait aussi, ça c'est un très gros problème, des mouvements très disparates. Par exemple, les anarchistes, il y avait les gauchistes, comme on dit, il y avait les maoïstes, il y avait les trotskistes, il y avait les autonomes et les partis communistes qui étaient tout pour bloquer. Et donc là, on voit très clairement que dans ces situations-là, s'il n'y a pas un parti révolutionnaire qui prend les choses en main, le mouvement ne peut pas aboutir. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est une lutte absolument extraordinaire, car mai 68 a aussi été très fort dans beaucoup d'autres pays. Et donc, je pense qu'il faut surtout retenir ça, c'est que la lutte, elle paye à condition qu'on est unis. Par exemple, le 21, il y a eu aussi des émeutes absolument inouïes. Il y a eu un mort, par exemple, au quartier latin. Une des villes de France où il y a eu énormément de choses, c'est Nantes. Il faut savoir qu'en Nantes, c'était une ville où il y a eu, après Paris, c'était Nantes, qui était la ville importante. Et d'autre part, quand il y a 9 millions de grévistes, ça veut dire 25 mai, et alors à ce moment-là, il y a le début des négociations de Grenelle. Et à ce moment-là, car les ouvriers ont compris que le pouvoir gaulliste était en train. Donc ce mouvement, en fait, a fait vaciller le pouvoir. Bon, avec camarades, j'ai obligé de plus que 2 minutes. Ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'en 68, on disait dans les rues, ce n'est qu'un début, continuons le combat jusqu'à la lutte pour le socialisme. Mais surtout en 68, ce qui moi le plus, c'est le point, et ça je trouve important, qu'il y avait, les gens étaient dans la rue, et tout le monde parlait de politique dans la rue. La politique était redevenue. Et donc une révolution dans un pays capitaliste est possible, mais à condition qu'elle soit bien coordonnée
Et c'est ça la leçon qu'on doit tirer de notre société. Ah oui, il y a un mot peut-être que je pourrais dire, c'est, parce que j'ai encore une minute, c'est sur le printemps de Prague. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Car le printemps de Prague, c'était les étudiants qui, c'est-à-dire qu'en janvier 68, les conservateurs sont chassés du pouvoir et remplacés par ce qu'on appelait les rénovateurs. Mais surtout, et ça c'est très important, c'est ils ont réinstauré des comités ouvriers dans certaines usines de Tchécoslovaquie. Et d'autre part, ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'au moment où les chars sont rentrés, les étudiants allaient voir les dentistes et leur disaient mais nous, on ne veut pas le capitalisme, nous, on veut rester socialiste. Car leur slogan, c'était le socialisme à visage humain. Et alors, il y a eu quelqu'un qui a écrit sur un mur une phrase qui est célèbre. Cette phrase dit Lénine revient, ils sont devenus fous. Bonsoir tout le monde. Moi, j'étais étudiant dans cette université en mai 68. J'étais pas politisé du tout, et je me suis politisé à travers mai 68. Alors, deux mots d'abord sur l'ULB en 68, c'est quand même très différent d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus petit, il y avait 12 000 étudiants. Aujourd'hui, je crois que ça dépassait 25 000. La VUB n'existait pas. Il y avait quelques sections néerlandophones de l'ULB. Le campus de la Plaine n'existait pas, le campus d'Erasme n'existait pas, la fac de médecine était à la Portugal. Les bâtiments, les sièges sur lesquels vous étiez assis, ce bâtiment-ci n'existait pas. Donc c'était beaucoup plus petit. Il y avait deux cités, avenue Paul Léger et la cité des garçons, avenue des courses, la cité des filles, et les cités étaient non mixtes. Les restaurants universitaires existaient, mais ils étaient entièrement de l'ULB, donc il n'y avait pas de privatisation. Alors, à l'époque, il y avait deux sessions d'examen. Il y en avait une en juin, qui était la session d'examen, et une session de repêchage en septembre. Donc, il n'y avait pas de session en janvier. On passait tout en juin. Alors, sur le plan des libertés politiques et en général, l'affichage culturel et politique était soumis au visa du recteur. Donc, il fallait un tampon, le visa du recteur, pour que ça soit affiché. Il existait quelques salles où on pouvait faire des réunions politiques culturelles, il fallait la demander. Et il y avait des organisations politiques, comme des stands, dans le hall de la cité. Et en 67, ça avait surtout été sur le 50e anniversaire de la Révolution russe et sur un mot de Che Guevara. Alors, ça c'est un peu pour dire un peu le cadre. Il faut se rendre compte qu'au niveau de la technique à l'époque, un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment vous avez fait pour être au courant de ce qui se passait s'il n'y avait pas Internet? Oui, il n'y avait pas Internet, il manquait beaucoup de choses, évidemment. Il n'y avait pas la télé, la vidéo n'existait pas, les enregistrements numériques, photos, sons n'existaient pas. En fait, il y avait quoi? Il y avait la presse, la télé, mais il y avait une chaîne par pays. Et pour s'exprimer, il y avait les Roméo et les affiches en sérigraphie. Mais surtout, ce qui est important en France, c'est que la radio et la télévision étaient un monopole d'État en France. Il y avait un ministre de l'Information qui disait d'ailleurs ce qu'il fallait dire. Mais il y avait des radios périphériques dans les pays voisins, Radio Luxembourg, Europe 1, Radio Monte Carlo, etc. Et c'est à travers ces radios périphériques qui faisaient du reportage en rue qu'on pouvait, y compris en Belgique, capter de ce qui se passait dans les rues du quartier latin. Alors, difficile de parler de mai 68 à l'ULB sans parler de mai 68 en France, parce qu'en fait, ça a été directement influencé par ça. Alors il faut voir tout de suite qu'il y a un décalage dans le temps entre ce qui se passe en France et ce qui se passe ici à Bruxelles. En France, la grève générale, elle commence le 14 mai, au moment où on nous prévenait commence ici. Ici, il n'y aura pas de grève générale en Belgique. Je vais expliquer pourquoi. Et donc, on va avoir ici à l'ULB un mouvement, qui va, à partir du 20 mai, commencer à développer ses propres revendications, donc plus uniquement avec en solidarité avec les étudiants en France, notamment parce qu'il y a une assemblée de profs, de chercheurs, d'assistants qui se réunissent et qui disent qu'on ne reconnaît plus l'autorité du conseil d'administration. Le conseil d'administration était le recteur, peut-être un autre prof,
Et le récent, c'était que des représentants du groupe financier, quoi. C'était comme ça directement la Bourgeoisie qui avait un œil sur l'université. L'Assemblée à Janson décide de ne plus reconnaître aussi l'autorité du conseil d'administration, et puisqu'ils sont en réunion, on va occuper le bâtiment central, ils se sauvent par les fenêtres, et le bâtiment central est occupé pendant, on dit combien de jours, enfin pendant plusieurs semaines. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura tous les soirs une assemblée libre à 20h qui discute de tout, de politique, et qui est un lieu de politisation, où les interventions parfois un peu bizarres, mais où tout est remis en cause, pas simplement le fonctionnement démocratique de l'université, mais le contenu des cours. On se rend compte qu'il y a des tas de conneries, des trucs faux dans les cours, particulièrement les cours d'histoire, les cours de sciences humaines, etc. Et puis, tous les soirs à minuit, il y a Ciné-Club, parce qu'on fait des films sur les luttes ouvrières, sur le Vietnam, etc. Donc c'est un lieu de fermentation qui va en gros rassembler un bon millier d'étudiants. Sur la façade de l'UNIF, il y a un panneau où l'université est ouverte à la population, mais la population ne vient pas. Parce qu'en fait, d'abord le gouvernement belge, il n'ose pas envoyer les gendarmes pour évacuer l'université en disant si ça pète, ça va péter comme en France. On ne veut pas se retrouver avec une grève générale sur les bras. Mais il n'y aura pas de grève générale parce qu'en Belgique, il y a eu une grande grève en 60-61 qui s'est terminée. Quand elle s'est terminée, il n'y avait pas de toute démoralisation. Les travailleurs sont rentrés en chantant l'international en disant on met ça dans 6 mois. Mais ensuite, le Parti Socialiste est allé au gouvernement, il a voté la loi anti-grève en morceaux, et les lois sur le maintien de l'ordre, et ça a complètement cassé, je dirais, le moral de la classe ouvrière en Wallonie. Voilà, je me fais signe qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, le mouvement est calqué sur au niveau du calendrier, à partir du moment où en France, De Gaulle reprend l'offensive le 30 mai, et le Parti communiste décide d'arrêter les grèves, parce que c'est ça, il décide de les arrêter pour finir une élection, le mouvement commence à refouler en Belgique également. D'autant plus qu'à l'Assemblée libre, il n'y a pas de cahier de revendication concret qui sort. Dans les facultés, il y a des groupes de travail qui se forment entre étudiants, profs, assistants, qui commencent à faire des cahiers de revendication pour réformer l'université. C'est surtout les assistants qui sont intéressés, parce qu'eux, ils vont passer toute leur vie à l'UNIF, tandis que les étudiants, ils vont rester 4 ans. Et donc, il y a vraiment une deuxième chose qui se déroule à l'extérieur du bâtiment central, et progressivement, le rectorat va essayer de trouver un accord avec tout ce courant réformiste qui va finalement l'emporter. Et donc, le courant, je dirais les radicaux vont progressivement être de moins en moins, et en juillet, la police fera évacuer le bâtiment central. Alors, il s'est passé beaucoup, j'ai pu les citer qui n'étaient pas mixtes, à un moment donné, ce sont les étudiants qui envahissent la cité des garçons en disant on veut la mixité. Et donc, le concierge est un peu comme un gardien de but, et c'est moi le prof de lutte, il n'y parvient pas. Et quelques jours après, le conseil d'administration ratifie la mixité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit je pense qu'on me donne encore 1 minute pour vous parler de la manifestation des 1er mai. Donc, de toute façon, si je ne fais pas, quelqu'un d'autre en parlera. Donc, le 1er mai, il y a une manifestation unitaire importante avec, qui se déroule, donc qui commence à 12h30 place Boulard. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les associations qui appellent à manifester. Il y a des centrales syndicales, il y a d'autres associations. Il y a notamment comme revendication la réduction collective du temps de travail avec l'embauche compensatoire, l'augmentation des salaires, une pension minimum 1 500 €, la régularisation des sans-papiers, l'unité dans la lutte, la renationalisation des services publics, investissement massif pour une transition énergétique. Voilà. Je répondrai à d'autres questions par la suite. Très bien. Ok. Bon, dans la presse francophone, le mouvement qui est connu en Flandre sous le nom Leuven Vlaams
est souvent présenté comme le mouvement Wallenbuiten, comme un mouvement en fait de droite et raciste. Il n'y a pourtant pas d'excuses. Dans le reportage de la RTBF en 2008, on voit les images de l'université à Louvain, de la ville, on voit les interviews avec les dirigeants d'étudiants de l'époque, et c'est très clair quand on voit ça que ce mouvement a sa place que dans ce mouvement international de jeunes et d'étudiants qui est connu sous le nom Mai 68. Dans les auditoires entièrement remplis, dans les hauts jours de la lutte, on scandait révolution, enfin révolution, et bourgeoise-Buiten en lieu de Wallenbuiten. En fait, la réalité, c'est que la droite avait horreur de ce mouvement, y inclut la droite flamingante. La réalité était que dans la période de 66-68, le mouvement flamand avait entièrement perdu le contrôle de cette lutte. Le contrôle de cette lutte était passé dans les mains d'une direction étudiante radicale et de gauche. Deux figures proéminentes dans cette direction sont Paul Wolsens, un journaliste qui devient assez connu, qui est oui, progressiste, mais le plus souvent aussi très cynique aujourd'hui, mais dont l'époque était très clairement, très à gauche. Et un autre figure proéminent était Ludo Martens, qui va, après le mouvement à Louvain, créer l'organisation maoïste Amada, qui devient plus tard le PTD. Il faut un peu de contexte pour comprendre comment la revendication pour la flamandisation de l'université pouvait mobiliser une masse d'étudiants pendant 2 années académiques de suite. Au contraire d'aujourd'hui, où le nationalisme flamand se limite au revanchisme et à un nationalisme économique, en fait, la mobilisation en 66-68 à Louvain était le dernier mouvement de masse pour les droits démocratiques en Flandre. L'université de Louvain était la dernière institution unitaire belge, institution bilingue, qui était en fait une déviation des lois qui étaient entre-temps votées sur l'utilisation des langues dans les différentes régions. À partir de 1962, les organisations étudiantes flamingantes commencent une campagne pour faire disparaître le parti francophone de l'université, qui était en fait dominant dans la direction de l'université. Ces actions étaient assez folkloristes, étaient limitées à des petits groupes d'étudiants et professeurs flamands. Leur slogan était Wallenbuiten. La majorité des étudiants flamands n'avaient rien à faire avec tout cela. Mais sous le pot, le mécontentement grandissait. Dans ces années, la population étudiante à l'université augmente chaque année de 15%, et très vite, il y a des problèmes du manque de place. C'est aussi les premières générations d'étudiants flamands de milieux plus modestes qui arrivent à l'université, des enfants, de travailleurs, de petits commerçants. Et pendant qu'on voyait ce changement dans la population étudiante parmi les étudiants flamands, les étudiants francophones à Louvain restaient en fait un groupe assez élitaire, surtout en fait des francophones de Flandre, où en Flandre le français était parlé que par l'élite. Ces deux groupes d'étudiants n'avaient en fait rien à faire avec l'un avec l'autre. Ils avaient des cours séparés, des profs séparés, ils allaient à des autres cafés, ils avaient des autres cours. L'université était aussi gérée de manière extrêmement autoritaire, avec les fonctions clés qui étaient en main du clérus conservateur. C'était une université élitaire et de prestige où on voulait créer l'élite qui allait diriger le pays. Les étudiants n'avaient aucun mot dans le chapitre. Le mouvement massif commence en fait quand le 13 mai 1966, les évêques sortent un statement public qu'ils appellent un mandement. Et ça veut dire, un mandement veut dire en fait, littéralement, c'est un ordre. Un ordre dans l'Église catholique en fait.
plus autoritaire que ça, c'était difficile. Mais ce mouvement dit que l'université va rester jusqu'à la fin du temps unitaire et bilingue. Et le but, c'est d'arrêter la division grandissante dans le Parti chrétien-démocrate et prendre le dossier de la politique pour qu'il ne doit pas s'en occuper. Ce mouvement fait exploser la bombe et le mouvement devient massif d'un jour à l'autre. Un grève étudiant spontané éclate et quelques nuits de guérilla de rue suivent. Il y a aussi des actions dans toute une série d'écoles secondaires en Flandre. Pour arrêter le mouvement, ils arrêtent de manière anticipée l'année académique, mais prochaine année académique, le mouvement se relance tout de suite. Vers janvier 68, la violence dans les rues dérape et le CVP, la chrétienne-démocratie, sacrifie en fait le gouvernement van de Boeymans qui tombe. Et les évêques sont retirés du dossier et le nouveau gouvernement décide pour transporter l'université francophone vers des nouveaux bâtiments à construire à Louvain. Comme Paul Goossens dit dans son livre, en 1966, on ne savait pas qu'est-ce que c'était student power, la puissance des étudiants. En 1968, on savait qu'on peut faire tomber un gouvernement avec cela et qu'on peut résoudre en 2 années de lutte un dossier sur lequel le mouvement flamand s'est cassé les dents pendant 10 années. Les organisations flamandes perdaient leur influence une fois que le mouvement obtenait un caractère massif et le slogan « Wallen buiten », les Wallons dehors, était activement combattu par la nouvelle direction des étudiants, le syndicat d'étudiants qui s'était mis sur pied dans la lutte. Le slogan qu'ils mettaient contre Wallen buiten, c'était « bourgeois buiten ». Pour eux, Wallen buiten, ça faisait trop penser à Judenroos. Le mouvement sympathisait avec la lutte aux États-Unis contre la guerre au Vietnam et surtout aussi avec le mouvement pour les droits civiques. Les étudiants chantaient « We shall overcome » en lieu du Vlaamse Leeuw. Ils tenaient, début de l'année académique 67-68, un marche qu'ils appelaient le Meredith March, référant à un activiste pour les droits civiques américain qui était tué pendant sa propre marche pour la justice. Centrale dans leurs revendications était la démocratisation de l'enseignement, pendant que le mouvement flamand voulait garder le mouvement pur, donc seulement pour la flamandisation, oubliant toutes les autres revendications. Mais la nouvelle direction des étudiants revendiquait que l'université élitaire de Louvain devenait une université populaire pour les travailleurs flamands en Flandre et ils revendiquaient une université populaire wallon pour les travailleurs wallons. Ils ont mené campagne pour leur programme à toute une série de grandes entreprises et ils ont soutenu toute une série d'actions de grève du mouvement ouvrier. Mais comme Guy l'a déjà dit, les directions syndicales qui étaient à l'époque encore entièrement liées à leur parti n'étaient pas intéressées. Pour la social-démocratie, c'était un problème parmi les catholiques. Et les étudiants qui protestaient étaient de petits bourgeois qui feraient mieux de s'occuper de leurs études. Ça a fait de Louvain Leuven-Vlaams un mouvement qui, pendant 49 années, n'a été revendiqué par personne. Les revendications étaient trop progressistes, trop à gauche, pour se faire soutenir par n'importe lequel des partis flamands à l'époque. Personne ne voulait les dirigeants de ce mouvement dans leur rang. Même Ludo Martens disait plus tard du mouvement que c'était une aventure des étudiants petits bourgeois. Et ainsi, le mouvement a commencé à mourir tout doucement.
C'est seulement maintenant, quand la majorité des participants sont très âgés, que le NVA revendique le mouvement. Elle falsifie l'histoire en faisant une division entre le mouvement pour la revendication de Leuven-Vlaams et les éléments de mai 68 que Bart de Wever déteste. Ils essayent de faire oublier que c'est un mouvement progressiste et de gauche qui a construit les relations de force nécessaires pour obtenir cette dernière partie de l'émancipation flamande. Un année plus tard, la chrétienne démocratie scissionne en deux parties. 10 années plus tard, tous les grands partis sont scissionnés. Bon, moi, je n'aime pas trop Paul Bos, on dirait très cynique quand il parle des choses d'aujourd'hui. Le seul applaudissement qu'il va recevoir de moi, c'est pour le rôle qu'il joue aujourd'hui dans les défenses de l'héritage de ce mouvement réel contre ceux qui, 50 années après date, veulent virer la mémoire de toute une génération et veulent virer du mémoire collectif cette contestation massive. Donc 1968 et les années 60 en général, c'est un contexte de lutte mondiale contre l'impérialisme, la guerre, pour les droits civiques, notamment aux États-Unis, pour les droits des LGBT, et plus généralement en fait, dans une ambiance de contestation anticapitaliste. Et les étudiants se sont donc mis à l'époque en mouvement contre des valeurs qui étaient archaïques dans l'enseignement. Et de la même manière, les femmes ont aussi pris part à cette contestation en mettant aussi en cause le modèle archaïque de la famille et la place de seconde zone qu'elles occupaient dans la société. Voilà, donc pendant les années 60, la seconde vague féministe a émergé. Les revendications, ça tournait autour de l'égalité salariale, de l'indépendance économique et sociale, la lutte pour le droit à l'avortement, pour les droits reproductifs en général, le concept aussi de libération sexuelle qu'on a déjà cité, la contraception, l'éducation sexuelle, le droit égal au mariage. On voit aussi ça dans le développement des plannings familiaux, notamment en Belgique dans les années 70, et même dans l'apparition des commissions femmes aussi au sein des syndicats. Donc voilà, et la contestation du rôle de la femme dans la société, sa place attribuée, c'est l'idée que la femme, elle est cantonnée aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants, aux soins à la famille, elle ne travaille pas, elle n'a pas de compte en banque à son nom, donc pas d'argent, et elle peut généralement pas divorcer facilement. Et en fait, ça emmène le fait qu'elle ne peut pas s'émanciper réellement, économiquement et socialement, et c'est un peu ça ce qui était contesté comme étant le modèle archaïque. Et aussi, alors pour comprendre un peu ce modèle de la famille, du couple, il faut comprendre la division qui existe entre le travail productif et reproductif au sein du système capitaliste, parce que depuis le début de son fonctionnement, cette division elle est quand même assez claire. Le travail productif, c'est celui qui est directement lié à la production des richesses et des bénéfices, donc c'est beaucoup plus valorisé dans la logique capitaliste. Tandis que le travail reproductif, le travail qui est nécessaire pourtant pour se maintenir en bonne santé, prendre soin autour de soi, des gens, pour reproduire aussi des nouvelles vies, c'est quelque chose qui n'est pas forcément valorisé, et c'est d'ailleurs invisible au sein de la famille, et c'est quelque chose qui est traditionnellement le domaine de la femme. Donc voilà, avec cette contestation et la pression du mouvement généralisé qui a été mai 68 en France, mais aussi un peu partout dans le monde, on a vu après ça suivre une période avec tout un tas de lois progressistes qui ont émergé. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, aux États-Unis, la désignation de l'illégalité du viol conjugal en 72, ça il faudra attendre 1989 en Belgique. La légalisation du divorce par consentement mutuel, ce qui est pas mal, en 1974 en Belgique. Pour la loi sur l'avortement, je cite la France, puisqu'on parlait mai 68, mais c'est la loi Veil en 1975, qui a d'ailleurs été promulguée uniquement pour 5 ans, mais qui a été reconduite ensuite. Donc l'IVG, mais en Belgique, il a fallu attendre 1990 et l'application, d'ailleurs pour les jours du bois, pour lever son interdiction. Toutefois, ça reste un délit dans le code pénal, évidemment, même encore aujourd'hui. Pour les contraceptifs, l'abolition de l'interdiction des contraceptifs et de leur publicité en 1973. Et alors, le premier planning familial de la région liégeoise a pratiqué les avortements avant même que ça soit possible, en 1976, collectif contraception.
Donc voilà, alors aujourd'hui, en fait, le constat, c'est que les femmes sont quand même plus présentes, évidemment, en dehors de la maison, et les familles ont changé. Les femmes ont intégré massivement le marché du travail, mais elles l'ont intégré justement au moment où les attaques néolibérales, dans les années 70-80, et les désinvestissements publics ont progressivement, à ce moment-là, précarisé déjà l'emploi. Et donc, malgré le fait que les femmes travaillent aujourd'hui, leurs salaires sont généralement bas. Elles travaillent à temps partiel avec des salaires qui sont partiels. Elles sont surreprésentées dans les emplois à bas salaire et majoritaires dans les positions les moins valorisées dont je vous parlais, par exemple, les soins de santé, soins aux personnes, ORECA, nettoyage, enseignement. Et donc, encore une fois, ce n'est pas une coïncidence que les secteurs les plus féminisés avec des emplois liés au travail reproductif sont moins payés, moins valorisés. La différence entre les années 60 et aujourd'hui, c'est que les femmes ne sont quand même plus confinées qu'à la reine domestique, mais ça ne veut pas dire que le sexisme n'existe plus. Il a en fait changé, il a pris des formes différentes. Et la question, c'est que le problème de fond n'a pas changé depuis 1968 parce que les relations économiques et l'organisation du travail de la famille mettent toujours les femmes dans une position de second ordre dans la société. Aujourd'hui, dans un entretien d'embauche, il y a des éléments qui sont demandés aux femmes qu'on ne demande pas aux hommes. Et les femmes sont toujours poussées d'une façon ou d'une autre à utiliser leur charme, leur serviabilité pour garantir leur sécurité économique, c'est-à-dire ici pouvoir avoir un travail. Et la précarité aussi, les femmes, elles peuvent être précarisées jusqu'au point où, par exemple ici, les étudiantes, il y a des étudiants qui sont poussés à se prostituer pour payer leurs études. Quand on parle de disparition relative aussi du tabou sexuel avec la libération sexuelle, ça a permis quand même aussi d'être récupéré, de commercialiser le corps féminin à grande échelle, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Et l'émancipation sexuelle des femmes, ça a été dévié aussi pour faire des profits avec des secteurs comme la pornographie, la prostitution qui sont très rentables. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec les mouvements, les manifestations massives en Amérique latine, aux États-Unis, en Irlande, en Pologne, depuis quelques années, la question de la lutte contre le sexisme, ça revient quand même à l'avant-plan. Et parce que les femmes se rendent compte que cette oppression, ce sexisme, même si on nous a dit qu'il y avait des lois qui existaient, qui permettaient l'égalité, c'est génial, mais le sexisme existe toujours. Ces manifestations massives, elles ont créé quand même une atmosphère favorable pour qu'un mouvement comme le hashtag MeToo puisse se développer. Et MeToo, c'est d'ailleurs beaucoup plus que l'affaire Weinstein en soi à Hollywood, parce qu'il y a eu un peu des groupes qui se sont formés un peu partout, mais surtout ça a amené à la démission de producteurs de cinéma, académiciens, ministres, présentateurs télé, coachs olympiques et Trump lui-même. Mais il y a des secteurs qui sont quand même beaucoup moins médiatisés, un peu moins paillettes. Et là, on voit que la pointe de l'iceberg, en fait, de la réalité quotidienne des femmes. Mais avec MeToo, ce qui est très important de dire, c'est que les femmes ont dénoncé les abus, la culture du silence qui s'est installée autour du sexisme, en fait, a été brisée. Ça a ouvert un débat public qui est nécessaire. Et les dénonciations, on voit, ça révèle jusqu'à quel point les abus envers les femmes sont aussi liés à leur position sociale et économique. Et d'ailleurs, le mouvement s'est très orienté envers les harcèlements sur les lieux de travail, et il y a eu beaucoup de dénonciations, comme je le disais, de cas d'abus de leurs supérieurs, des patrons, des hommes en fait riches avec du pouvoir. Parce que c'est vrai que les dénonciations montrent qu'on ne peut pas s'arrêter là, parce que c'est pas juste quelques hommes qui posent problème. S'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait pendant des années, eh bien, c'est parce qu'ils avaient la position économique, le pouvoir économique et social de pouvoir le faire. Et demain, même si on les force à démissionner, ce qui est une très bonne chose, hein, évidemment, d'autres peuvent prendre leur place et faire la même chose. Parce que dans une relation entre individus, s'il y en a un qui a plus de pouvoir qu'un autre, plus de statut économique et social, il y a toujours la possibilité de violence. Et pour les femmes, les bas revenus, ça rend les dénonciations d'abus très difficiles par manque d'alternatives, de boulot. Et aussi au niveau des familles, ça les rend plus dépendants de leurs conjoints et plus vulnérables à la violence domestique. Et pour la question de la liberté sexuelle, c'est la même chose, ça n'a aucun sens si on n'a pas la liberté de pouvoir dire non. Et donc si on veut pouvoir dire non, il faut aussi garantir son indépendance économique, l'indépendance économique des femmes. Et alors, un petit peu pour répondre aussi à ça, mais moi je ne pense pas que c'est la faute aux hommes
S'il y a des bas salaires, la vie elle est chère, qu'il y a du chômage, un manque de services publics, des coûts dans la sécurité sociale, le problème c'est qu'il y a une minorité d'individus qui profitent de la précarité généralisée. Et donc la meilleure façon de mener la bataille contre le sexisme, c'est de créer l'unité, la solidarité entre les hommes et les femmes pour des meilleures conditions d'emploi et de vie et contre l'austérité. Tous les droits d'ailleurs qui ont été renforcés ou même permis, qui ont permis l'émancipation des femmes, comme dans les années qui ont suivi 68, elles ont été obtenues dans une période d'avancée générale pour tous les travailleurs, toutes les travailleuses. Le droit de vote, la réglementation du travail, la sécurité sociale. C'était une époque où tout le système était mis sous pression par des mouvements massifs de travailleurs. Et alors, un petit peu pour dire, c'est pour ça qu'avec Rosa, on défend la syndicalisation des femmes et d'autres groupes discriminés comme les migrants, les jeunes, pour une lutte unie contre les bas salaires et contre la précarité. Donc on veut faire partie avec Rosa du nouveau mouvement féministe, et on veut aussi défendre un féminisme socialiste, un féminisme du 99%, même si c'est un peu plus même encore aujourd'hui, et avec un programme combatif et clair. Parce que tant que le pouvoir dans la société reste dans les mains de ceux qui profitent de la précarité de tous, on doit se battre à chaque fois pour toutes les petites choses, quoi. Et donc pour un changement fondamental, il faut renverser la base même de ce qui crée l'oppression, le capitalisme, et il faut une force qui a été semblable à celle de 68, en perspective toujours, qu'est-ce qu'on veut transformer la société. Et alors pour finir, je vais aussi vous inviter à participer au 1er mai, qui est une date centrale, elle est historiquement pour le mouvement des travailleuses et des travailleurs. Aujourd'hui, les revendications sociales autour de la lutte contre la politique d'austérité, c'est en lien direct avec la lutte contre le sexisme, le racisme et la LGBTQI-phobie. Et le mouvement femmes doit en faire partie pour défendre l'indépendance économique des femmes. Donc voilà, on est tous le 1er mai manifester avec Rosa. Merci. Donc voilà, camarades, donc moi on m'a présenté, je suis membre des étudiants de gauche actifs, mais du coup en fait aussi du Parti Socialiste de lutte. Nous évidemment on est une organisation révolutionnaire, on veut se battre pour une société où la richesse appartiendrait à la collectivité, où on déciderait collectivement de comment combler les besoins sociaux, et pas comme aujourd'hui justement une société où c'est une minorité, les actionnaires, qui détiennent les richesses, les moyens de production, et qui orientent la société vers une société qui produit pour le profit et le profit d'une minorité. Évidemment, la question qui se pose toujours, c'est de dire ouais, c'est une utopie, on n'y arrivera pas, les gens ils ont leur salaire, leur petit logement et tout, ils sont à l'aise, ils ne passent pas. Ce que mai 68 ça montre, c'est que c'est totalement faux. C'est que même dans un pays capitaliste avancé, comme la France dans les années 60, qui était une société où tu avais de l'emploi, tu avais des usines et tout ça, même dans cette société-là, une révolution, une remise en cause profonde du capitalisme a été possible. Et ce qu'on a vu en mai 68, comme dans beaucoup d'autres révolutions, c'est en fait que les masses rentrent activement dans l'arène politique, soulèvent des montagnes, ça c'est un fait qui est arrivé en fait dans beaucoup de révolutions. Mais la question qui se pose, c'est, ok, une fois que tu as soulevé la montagne, t'en fais quoi? Et c'est un peu ça le problème qui s'est posé, c'est, ok, le mouvement, sur base du mouvement de masse, est capable d'acquérir beaucoup, il y a eu énormément en fait, justement d'acquis évidemment sur base de mai 68. Mais la question c'est qu'une fois que tu arrives dans le mouvement social, tu peux te dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Tu as une multitude de questions qui se posent, qui ne s'étaient jamais posées auparavant. Parce qu'en fait, pour l'instant, la reine de la société ne nous appartient pas, et du moment que tu rentres dans l'arène politique, il y a beaucoup de questions qui arrivent sur le terme de programme, de stratégie adaptée dans la lutte. Et qu'en fait, si tu attends le moment en fait, de te retrouver dans le mouvement, c'est un peu tard, et le problème, c'est quand tu attends, si tu laisses le temps. Mais tu laisses le temps, en fait, au patron, au gouvernement, de s'organiser et de préparer la contre-offensive. Et en fait, ça, je pense, c'était un peu une des limites aussi qui s'est posée en mai 68. C'était ce manque de préparation d'une organisation, donc Christian il a un peu spoilé tout à l'heure, le manque d'un parti révolutionnaire qui pouvait prendre des initiatives concrètes sur le moment, sans attendre et pas en fait saisir l'occasion, saisir le moment quand il se posait. Et en fait, ça c'est un peu la limite, c'est pourquoi la bourgeoisie essaie de garder le pouvoir. Mais parce qu'en fait, au moment où le degré de politisation était le plus fort, il avait dit, je ne sais plus quel jour exactement, mais il y a eu les 10 millions de travailleurs en grève. Mais il faut imaginer, les 10 millions de travailleurs en grève, c'est un Français, tous les Français, un Français sur 5 pris en compte qui est en grève, avec des occupations, des comités d'action et tout ça. Mais le problème, c'est que les principales forces de l'époque,
En fait, essentiellement, le Parti communiste français, le PCF, avec des mouvements anarchistes, ne visait pas la prise du pouvoir, et c'était un peu une des grosses limites, certainement du côté du Parti communiste français et de la CGT, donc le syndicat lié au Parti communiste à l'époque, enfin, qui était aussi à l'époque évidemment lié à l'Union soviétique, qui n'avait rien à voir avec comment ça avait démarré durant la Révolution russe, mais en fait défendait une bureaucratie stalinienne, qui en fait, elle, craignait justement les possibilités d'une révolution socialiste, certainement dans un pays capitaliste avancé, où il craignait en fait l'émergence d'un pays sous gouvernement ouvrier démocratique qui posait la question que, en fait, en Union soviétique, ça n'a plus rien à voir, vraiment plus rien à voir avec le socialisme, plus rien à voir avec une démocratie ouvrière, et qui en comparaison illustrerait toutes les faiblesses de l'URSS. Et où en fait, où les travailleurs ne tenaient plus les rênes de l'économie. Et en ce sens, le PCF et la CGT ont justement appelé à faire atterrir le mouvement, à arrêter les grèves, reprendre le travail, arrêter les manifestations et ce genre d'éléments. L'argument qu'ils ont mis en avant à l'époque, enfin l'argument qu'ils mettaient principalement en avant, c'était un peu la crainte d'une répression militaire, ce qui se pose effectivement dans chaque mouvement social. Et certes, c'est vrai, De Gaulle préparait cet élément-là d'une répression militaire, mais à l'époque, il faut l'imaginer, quand le gars il voit 10 millions de travailleurs en grève, t'envoies pas l'armée sur 10 millions de travailleurs en grève. C'est qu'il y avait des divisions dans l'armée et dans les services de renseignement. Et du coup, au moment où ils auraient pu, en fait, justement, organiser la défense et en fait aller convaincre aussi les soldats et la police de rejoindre le mouvement qui avait déjà commencé, en fait, l'argument de dire que c'est à cause de la répression militaire qu'il ne fallait pas prendre le pouvoir, en fait, ne tenait pas la route. Et tu avais évidemment d'autre part, les anarchistes comme Ménique et tout ça, pour laquelle la question de prendre le pouvoir ne se pose pas. Mais malheureusement, si tu vas dire non, je ne veux pas le pouvoir et tout ça, en fait, tu laisses le pouvoir aux politiques. Et du coup, au moment où le capitalisme était à genoux, la question c'est que si personne ne va pour gérer la société, le capitalisme il a beau être à genoux, il a évidemment dû faire des concessions sur ces éléments, mais il a pu se maintenir et rester au pouvoir. Et évidemment, dans une révolution, ça c'est un peu une leçon qui s'est tirée dans beaucoup de révolutions. Je peux citer la Tunisie il y a quelques années, la Commune de Paris en 1851, tu peux prendre aussi au XXe siècle, la Révolution espagnole de 1936, la Révolution allemande et italienne de la fin des années 10 et tout ça, où en fait, à chaque fois quand la question du pouvoir s'est posée, il n'y avait pas un organe pour dire, ok, on y va, on dégage le gouvernement capitaliste et on y va. En fait, la seule révolution dans laquelle ça s'est posé, c'est la Révolution russe, où justement, ça a été le rôle des bolcheviks c'est la seule révolution qui a été victorieuse. C'était le rôle des bolcheviks de dire, ok les gars, la révolution elle est là, qu'est-ce qu'on fait concrètement, comment on organise la défense de la ville face à la répression, quel programme on défend, quelles revendications pour aller toutes les couches dans la population, sauver les capitalistes avec nous. Et en fait, ça a un peu posé la question, concrètement, comment tu fais pour faire la révolution, et que maintenant c'est les soviets, les comités de travailleurs qui vont gérer. Et en fait, nous, c'est ça aussi qu'on veut construire, c'est assurer que la prochaine fois qu'il y a un mai 68, pas plus tard, en particulier en Belgique, on ne s'arrête pas aux premiers acquis, mais qu'en fait, tu poses clairement la question de comment prendre le pouvoir, dégager le gouvernement capitaliste. En fait, commencer à assurer que les travailleurs et les jeunes gèrent la société. Alors évidemment, aujourd'hui se pose la question en France d'un mai 2018 qui n'est pas encore de l'envergure d'un mai 68, où tu as clairement un mouvement de masse avec des grèves, des travailleurs tant dans le public que dans le privé qui sont en mouvement, les étudiants et les lycéens. Et aujourd'hui, ça a quand même un élément aussi, c'est que tu as quand même un parti qui joue un rôle très constructif là-dedans, c'est la France Insoumise, avec notamment leurs appels pour les deux manifestations, la dernière à Marseille, pardon, il y a 2 semaines je pense, et la prochaine du coup du 5 mai, cette fois-ci à Paris, où ils vont un peu la question, ils posent un peu les questions, quel rôle on peut jouer, notamment avec nos élus, pour construire le mouvement social et construire une véritable opposition par rapport à Macron. Les luttes syndicales sont des luttes politiques, et qui justement, eux, ils veulent participer à ça, et participer au mouvement, participer surtout à sa construction. Donc ça c'était un... Maintenant je vais aller vraiment sur la Belgique, comme ça je termine et je reste plus ou moins longtemps. Nous en Belgique, on veut en fait aussi tirer cette leçon-là, notamment par une alternative électorale. On participe à l'initiative Gauche Commune, vous avez vu les tracts là à l'entrée sur notre stand. En fait, vis-à-vis des prochaines élections, nous, par rapport à justement à l'initiative Gauche Commune,
c'est une initiative unitaire, le point c'est évidemment de s'opposer à l'austérité du gouvernement. On défend un plan radical d'investissement public, la semaine de travail de 30 heures, et défendre en fait la qualité des services publics pour tous et toutes évidemment les plus précaires. En particulier par exemple à Saint-Gilles, si je vous invite à prendre le tract électoral qui se trouve à la sortie. Ça veut dire évidemment la construction de 850 emplois locaux publics pour répondre aux besoins sociaux. Et je vous donne rendez-vous évidemment le 9 mai, vous voyez les tracts à la sortie, on les distribuera pour ceux qui n'y ont pas, pour en discuter avec une soirée de lancement de la campagne électorale. Et même si nous défendons une alternative de gauche aux élections, le but c'est évidemment aussi d'en finir complètement avec le capitalisme, d'en finir complètement avec les inégalités. Et quand même dans une société où la minorité possède, une minorité d'actionnaires possède l'ensemble des moyens de production et en fait des moyens de richesse. Et pour en finir avec le capitalisme, nous on veut se préparer et c'est en fait pour ça que je vous propose de venir en discuter avec nous, de lire notre journal qui se trouve à notre stand et de rejoindre le Parti Socialiste de Lutte et en fait de préparer concrètement de préparer le mouvement social et les prochaines évolutions qui vont venir. Merci. Paris, Paris.